Mais on le sait, les droits de l'homme sont les mêmes pour tous. Mais en réalité, est-ce vraiment le cas? Cette question occupe aujourd'hui une place centrale dans de nombreux pays du Sud global. Le Sud global ne désigne pas seulement une zone géographique. Il renvoie à des pays et des populations marquées par une histoire de colonisation et d'une position souvent marginalisée dans l'ordre mondial. Comme le rappelle le sociologue Buenaventura de Sousa Santos, ces sociétés interrogent une idée fondamentale du monde contemporain, l'universalisme des droits. Sur le papier, l'universalisme est simple. Reconnaître à chaque être humain les mêmes droits fondamentaux, indépendamment de son origine, de sa culture et de son contexte. Mais deux interrogations surgissent rapidement. D'abord, ces droits sont-ils appliqués de la même manière partout? Ensuite, peuvent-ils vraiment être universels dans des sociétés aux histoires, aux cultures et aux réalités si différentes? Et d'où vient cette idée d'universel? À la fin du XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières développent l'idée de principes communs à tous les êtres humains. En 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les droits deviennent des attributs inhérents à chaque individu, et l'universalisme se transforme en ambition politique, créer un langage commun pour reconnaître la dignité de tous. Pourtant, très vite, une tension apparaît entre ce qui est proclamé et ce qui est pratiqué. En 1885, Jules Ferry déclare « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, le devoir de les civiliser. » Ainsi, un discours universel sert à légitimer une hiérarchie entre les peuples. L'universalisme promet l'égalité, mais il naît dans un monde profondément inégal. Dans les faits, l'universalisme proclamé n'a pas produit l'égalité. À l'époque où l'on parlait d'humanité universelle, des êtres humains sont exposés dans des zoos humains. Le code de l'indigénat instaure des droits distincts selon l'origine. le travail forcé se généralise et l'éducation reste inégalitaire. La colonisation ne se limite pas à dominer les territoires. Elle transforme les identités, impose les langues et éclipse les traditions. Le véritable tournant survient après la Seconde Guerre mondiale. Pour empêcher la répétition des horreurs, les Nations Unies adoptent le 10 décembre 1948 à Paris la Déclaration universelle des droits de l'homme. René Cassin, juriste français, joue un rôle central dans sa rédaction. Le texte pose un standard commun, droit à la vie, à la liberté, à la dignité pour tous les êtres humains, quel que soit leur pays ou leur statut. Cependant, en 1948, de nombreux peuples vivent encore sous domination coloniale. L'universel a-t-il été construit par toute l'humanité ou dans un contexte marqué par des rapports de pouvoir? Cette faille nourrit les critiques du Sud global. Les inégalités persistent bien après les indépendances. Monnaie héritée, influence économique, militaire et idéologique extérieure persistent et façonnent toujours les trajectoires des sociétés. Peut-on alors vraiment parler d'universalisme lorsque les réalités restent si asymétriques? Le Sud global refuse d'être réduit à un tiers-monde passif. Un moment fondateur de sa prise de parole collective est la conférence de Bandung en 1955. 29 pays d'Afrique et d'Asie récemment décolonisés s'y réunissent. Le président indonésien Sukarno y dénonce un ordre international occidental qui prive les peuples colonisés de la liberté qu'ils prétendent défendre. Cette contestation se structure ensuite avec le mouvement des non-alignés et le groupe des 77, qui critiquent un universalisme ignorant les inégalités économiques héritées de la colonisation. Ces tensions ressurgissent en 1993. À la conférence mondiale de Vienne sur les droits de l'homme, les États affirment que les droits sont universels, mais doivent tenir compte des contextes culturels et historiques. Position déjà exprimée par les États asiatiques dans la déclaration de Bangkok quelques mois plus tôt. Aujourd'hui encore, le Sud global conteste l'ordre international. D'abord, il remet en cause les institutions existantes, comme le Conseil de sécurité de l'ONU jugé inégalitaire, résumé par le slogan « Le monde est plus grand que 5 ». Ensuite, il cherche à peser davantage dans des décisions mondiales, avec par exemple une réunion de plus de 120 pays du Sud en 2023. Enfin, cette contestation passe par la création d'alternatives, comme la nouvelle banque de développement par les BRICS, ou encore l'organisation de coopération de Shanghai, longtemps cantonnée à l'Asie centrale, qui rassemble désormais la Chine, l'Inde et de nombreux pays du Sud déterminés à rappeler que l'Occident n'est plus le centre du monde. Au fond, la logique a changé. Il ne s'agit plus seulement de résister à un ordre considéré injuste, mais de le redéfinir. Le philosophe Souleymane Bachir Diagne parle de faux universalisme, une seule culture qui parle au nom de toutes les autres. Il distingue l'universalisme européen, centré sur lui-même, de l'universel qu'il faut construire ensemble. Avec Alioune Diop, il appelle à désoccidentaliser pour universaliser, faire de la place et ouvrir la table à tous. Cette idée n'est pas seulement philosophique.
Récemment, à Bogota, des nations d'Afrique et d'Amérique latine se sont réunies sans les grandes puissances pour discuter de justice historique, de réparation et de coopération sud-sud. Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, y a déclaré: Ce à quoi nous assistons dans le monde, c'est l'échec total et absolu des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU et ses membres permanents ont été créés pour tenter de maintenir la paix, et pourtant ce sont eux-mêmes qui mènent la guerre. Et quand allons-nous faire quelque chose pour empêcher les pays les plus puissants d'agir comme s'ils étaient les maîtres de tous les autres? Et dès lors, ne faudrait-il pas repenser l'universel, non plus comme un modèle unique à imposer, mais comme un véritable espace de rencontre entre les cultures?